C'est l'histoire d'un pays qui a tout pour être heureux, alors que ses habitants meurent par millions. Un pays africain qui regorge de ressources naturelles et qui, en gros, depuis 15 ans, ne connaît que la guerre. Au moins 2 millions de morts, certains disent le double, près de 2 millions de personnes déplacées. C'est le prix d'ores et déjà payé par le Congo, l'ancien Congo belge, le Zaïre de Mobutu, devenu depuis une bonne décennie la RDC, la République démocratique du Congo. République, oui. Congo, c'est son nom. Mais démocratique, la question se pose. Elle se pose d'une manière d'autant plus insistante que Kinshasa, la capitale de la RDC, doit accueillir le 14e sommet de la francophonie. Or, ni le président, ni le pays ne sont exempts de critiques sur la réélection du chef de l'État. D'abord, Joseph Kabila, une réélection entachée en décembre dernier de nombreuses irrégularités. Critiques sur le fonctionnement du pays, ensuite, entre corruption endémique, insécurité généralisée, combats meurtriers, surtout dans l'est du pays, les 2 régions du Kivu, des combats qui ont repris ce printemps et qui jettent en ce moment même plus de 300 000 civils sur les routes ou dans les forêts. Géopolitis décrypte la situation de ce pays qui est, après l'Algérie, la plus grande nation du continent africain. Immense, ce pays du Congo. Et c'est aussi pour cela qu'il est si difficile à contrôler. La RDC, le Congo, c'est 4 fois la France, 58 fois la Suisse. C'est 73 millions d'habitants. Attention d'ailleurs à ne pas le confondre avec le voisin, le Congo-Brazzaville, un petit voisin puisqu'il ne compte lui que 5 millions d'habitants. Alors, pauvre, le pays l'est, avec un PIB par habitant de 224 €. Seulement 3 Congolais sur 4 n'ont pas accès à l'eau potable. Seulement 1 sur 10 à l'électricité chez lui. Les 2 tiers de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté avec en moyenne 1,25 $ par jour. Mais riche, le pays l'est bel et bien avec ses réserves naturelles colossales. Ne dit-on pas du Congo qu'il est à lui tout seul un scandale géologique? 34% des réserves mondiales de cobalt, 10% des réserves de cuivre, sans oublier le diamant, l'or, l'uranium, le coltan, l'étain et bien sûr le pétrole. Alors, quelle face de la RDC verront donc les participants à ce 14e sommet de la francophonie? Ce sommet, l'organisation de la francophonie l'avait voulu, Joseph Kabila l'avait accepté, c'était à Montreux il y a 2 ans. Le sommet de Montreux a eu à décider du pays hôte du prochain sommet. Des berges du lac Léman à celle du majestueux fleuve Congo. Son choix s'est porté sur mon pays, la République démocratique du Congo. Cette décision est une grande marque de confiance et l'honore le peuple congolais. Cela dit, n'ayons pas la mémoire courte, lorsque le président Kabila a été officiellement investi après sa réélection de 2011, aucun grand de ce monde n'est venu à Kinshasa pour la cérémonie. Paris, Bruxelles et Washington avaient dénoncé les irrégularités du scrutin. Même les alliés les plus fidèles de Kabila s'étaient abstenus. Il y a un dicton africain qui s'applique à la région du Congo et qui dit ceci: « Au Congo, le pire n'est jamais sûr, mais il demeure toujours probable. » « 1960, c'est l'année au cours de laquelle le Congo belge accède à l'indépendance. 1965, c'est la prise de pouvoir par Mobutu Sese Seko, lequel, en 1971, décrète l'année des 3 Z. Tout s'appellera désormais le Zaïre, à la fois le fleuve, la monnaie et le pays. Dictature Mobutu se poursuivra durant 32 ans jusqu'en 1997, lorsque le président sera renversé par Laurent Désiré Kabila, opposant de longue date, leader du mouvement des forces démocratiques du Congo, qui lui-même sera assassiné en 2001. Et c'est son fils, Joseph Kabila, qui lui succède et qui se fait élire en 2006, puis réélire en décembre 2011. Le pays est désormais connu sous le nom de RDC, République démocratique du Congo. Président Kabila est un homme fort discret, 3 conférences de presse seulement depuis 2009. L'homme est très critiqué pour son inaction à la tête de l'État. En 6 ans, l'administration n'a pas été réorganisée, le secteur minier n'a pas été assaini,
La corruption est chronique, les finances désorganisées, au point que l'aide internationale représente la moitié du budget de l'État. Au fond, ce pays n'a jamais vraiment connu la paix, en tout cas une paix durable, et ce sur l'ensemble de cet immense territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Au-delà des horreurs liées à la guerre d'indépendance et aux menées sécessionnistes de certaines régions, au-delà des tragédies liées au régime de Mobutu, le Congo sera l'une des grandes victimes des suites du génocide au Rwanda, avec des massacres dès 1994 dans l'est du pays, notamment dans les deux provinces du Kivu, nord et sud. Des réfugiés hutus rwandais affluent par centaines de milliers, des mouvements rebelles se heurtent à l'armée officielle, incapable de protéger les populations, quand certains de ces éléments ne font pas tout simplement défection. La guerre, c'est celle aussi que se livrent tous les mouvements armés congolais ou étrangers pour le contrôle des minerais, or, diamants, manganèse ou étain, les revenus de ces richesses naturelles venant alimenter financièrement tous les belligérants en armes et en divers moyens logistiques. Dès 2008, on assiste à une reprise des combats entre rebelles hutus de la région et rebelles congolais, toujours dans cette région du Kivu. La situation s'était quelque peu calmée depuis 2010, mais les troubles ont repris en cet été 2012 à grande échelle, avec des rebelles soutenus, disent les Nations Unies, par le Rwanda voisin, lequel dément toute participation à ces mouvements de révolte. La communauté internationale dépense beaucoup d'argent pour aider la RDC. Depuis 5 ans, on estime à 14 milliards de dollars le total des budgets internationaux alloués à divers programmes d'assistance au pays. L'impact d'un tel investissement reste à démontrer. La lutte contre la corruption demeure un vœu pieux. Dans le secteur minier, l'opacité est toujours la règle. Faute de sécurité suffisante, les investisseurs étrangers ne se bousculent guère. Autre dépense considérable engendrée pour la RDC, les frais occasionnés par la présence de ces presque 19 000 casques bleus de l'ONU, militaires, policiers, observateurs, personnel civil, mobilisés pour assurer la sécurité des populations, sans que le résultat espéré soit réellement atteint, une opération qui coûte plus de 1 milliard de dollars par an à la communauté internationale. L'invité de Géopolitis, Jean-Pierre Lindieko Kabirigi, vous êtes congolais, vous habitez à Goma, donc ces provinces dont on parle, vous êtes sociologue, vous êtes impliqué dans divers mouvements, vous avez même enseigné les conflits, la résolution des conflits, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que vous êtes un homme de paix et vous faites partie de cet ensemble de l'initiative de paix de Genève pour la région des Grands Lacs. Première question, est-ce que vous y croyez encore à la paix dans votre pays et plus particulièrement dans ces deux provinces du Kivu? Vous y croyez encore? Si je n'y croyais pas, j'arrêterais de faire ce que j'ai fait pour le moment. Je travaille effectivement pour l'initiative de Genève pour la paix dans les Grands Lacs, mais aussi je travaille pour Pôle Institute, qui est un think tank qui travaille à Goma. Vous êtes sur place et vous avez écrit plusieurs articles et dans l'un vous dites « J'ai passé 2/3 de ma vie à voir la guerre et à voir la haine et il faut dépasser la haine ». C'est facile à dire, mais comment faites-vous sur le terrain? Appartenir à la province du nord ou du sud Kivu, être né à Bukavu, au sud Kivu, signifie que, effectivement, une bonne partie de ma vie, je l'ai passée à vivre la guerre, à vivre la haine, à voir des cadavres, et je crois qu'il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur ces questions. J'ose y travailler parce que c'est pas évident. Je pose les questions. Je travaille avec les communautés pour les rapprochements entre les communautés, pour que les différences deviennent des choses qu'on gère ensemble, pour que les gens sortent aussi de la misère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça recommence tous les 4 ans, 5 ans ou plus? Je crois que c'est une longue histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des racines profondes qui datent d'il y a longtemps et d'autres racines actuelles. Dans cette région-là, nous avons des pays qui, pendant de longues années, pendant des siècles, ont partagé pas mal de choses. Nous avons des ethnies, des tribus qui dépassent les frontières. Vous connaissez l'histoire de 1885.
et avec le partage de l'Afrique entre les puissances, ces réalités-là existent. Mais il y a aussi actuellement des échanges entre médecins, entre les enseignants. Si je prends un exemple de là où je vis, entre Goma, qui est la ville au nord Kivu, et Gisenyi, la ville au Rwanda, il n'y a pas moins, d'après nos études, de 25 000 personnes qui traversent chaque jour de part et d'autre. Ce sont des étudiants, ce sont des élèves, ce sont des médecins, ce sont des femmes qui portent sur leur tête des produits alimentaires de part et d'autre. Cette réalité-là existe. Il manque un accompagnement responsable au niveau de la politique, au niveau de la gouvernance. Au niveau de la gouvernance. C'est ça qui manque. Il y a des organisations comme la Communauté économique des Pays des Grands Lacs, il y a la les structures naissent, mais il manque, je dirais, un pouvoir local qui puisse aider ça. Vous dites aussi dans un certain nombre de vos écrits que finalement, les victimes sont complices de leur propre silence. C'est-à-dire qu'à force de se taire, de ne pas hurler leur désespoir, finalement, elles finissent par accepter. On peut lutter contre cet état de fait? C'est pour cela que nous avons écrit ces livres sur le dépassement de la haine. Ces livres sont écrits par des gens de différentes ethnies, de différents pays, de ces trois pays, le Burundi, le Rwanda et le Congo, où les gens parlent à visage découvert. Les gens ne se cachent pas, ils présentent leurs identités et leurs photos dans les livres, et ils témoignent comment ils ont travaillé pour dépasser cette situation qui nous détruit, qui détruit chacun d'entre nous. Il y a une partie de votre famille, de votre entourage, vous le dites. Bien sûr. Il y a peu de gens qui, au Burundi, au Rwanda et au Congo, n'aient pas été victimes de quelque chose en perdant des membres de famille, en souffrant physiquement. Bien, il faut qu'on s'en sorte ensemble aussi. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement, entre guillemets, politique comme le sommet de la francophonie? Une prise de conscience du monde entier, ou ce qui serait peut-être mieux, une prise de conscience sur place? J'attends d'un sommet comme celui-là que les gens viennent découvrir notre réalité. Que ça ne se limite pas en salle, entre des responsables politiques, que ça ne soit pas une couverture médiatique de ce qui se passe en salle, des longues phrases en français, le français est une langue qui en a, que les gens en profitent pour venir voir comment vivent les gens et discuter avec les gens réels, parce que ça existe. Ceci nous permet de nous présenter autrement, parce que jusqu'à présent, nous avons été présentés par des images de la mort et de la haine. Mais qui sont réelles, malheureusement. Réelles, mais aussi, si on peut découvrir comment les gens, dans l'informel, continuent à vivre, à lutter chaque jour, à survivre, cela donne espoir. Est-ce que ça vous fait mal au cœur, des fois, de voir que, par exemple, en Europe, il y a une certaine indifférence vis-à-vis de ce qui se passe en RDC? Ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que la RDC, c'est quand même un pays important. Frantz Fanon avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. C'est un pays important. Si on ne résout pas les problèmes du Congo, on ne résout pas les problèmes africains. Le Congo devrait être un pays qui joue un rôle important. On devrait arrêter de prendre le Congo comme une victime. On devrait en faire un acteur. Les Congolais eux-mêmes jouent les jeux. Je crois qu'il est temps qu'on sorte de cette situation. Jean-Pierre Liniro-Kabirigi, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes sociologue congolais vivant à Goma, que vous êtes considéré comme un homme de paix. Merci à vous. Merci, monsieur. Ainsi donc, et puisque ce sont là les valeurs véhiculées par la francophonie, il faudra parler au Congo de la démocratie, de la liberté de penser, du respect de la justice, de la lutte contre la corruption, des efforts en matière de gouvernance, de la répartition des richesses et des ressources. Il faudra non seulement en parler, mais constater que ces valeurs-là, au-delà ou en dépit du partage d'une langue commune, le français, ces valeurs ne sont ni retenues ni pratiquées en République démocratique du Congo. Pour une fois, dans ce pays qui est le plus grand pays francophone du monde, avec plus de 70 millions de locuteurs, il conviendra que la langue pratiquée ne soit pas celle de la langue de bois et qu'on appelle une élection truquée, une fraude, un meurtre, ou encore une corruption généralisée. Pour les exactions multiples et répétées dans l'Est du pays, on dira faillite totale du gouvernement central. Ce n'est qu'à cette aune-là de la vérité et de l'honnêteté que le sommet de la francophonie aura eu son utilité, quelle que soit la langue utilisée, mais si possible, en français tout de même.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions. En vidéo, la question des minerais au Congo. En infographie, la carte des conflits en cours avec les acteurs respectifs. Vue du passé ou le Zaïre du temps de Mobutu. Les sites internet pour approfondir cette thématique. Géopolitis en podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.